Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir pour la dernière édition de The Nest Afrique francophone. Je m'appelle Anna Subaï, je suis investisseur professionnel en Afrique, basée au Cap et d'origine congolaise. J'ai le plaisir une fois par mois d'animer cette émission de divertissement. Juste pour rappel, The Nest a pour vision de devenir une des émissions d'investissement de référence en pays émergents et en particulier en Afrique francophone. Nous donnons l'opportunité à 2 entrepreneurs de présenter leurs projets de start-up technologiques auprès de 2 ou 3 investisseurs anges africains. Et c'est une belle opportunité pour le public aussi d'en apprendre plus sur les opportunités d'investissement que nous trouvons sur le continent. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos 3 anges investisseurs ce soir. Qui souhaite commencer à parler? Monsieur Jean-Christ, peut-être. Si vous pouvez nous donner une brève présentation de votre parcours. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je suis Jean-Christ Amétépé. Je suis très ravi d'être là et je trouve cette initiative remarquable. Et je pense qu'en environnement francophone, il nous manquait vraiment un lien avec les entrepreneurs qui ont des idées formidables, qui ont des projets formidables et encore ravi d'être là. Donc, je suis Jean-Christ Amétépé. Je suis directeur dans une banque d'affaires qui s'appelle Surfbridge, qui travaille de façon exclusive sur le continent africain pour les corporates, mais aussi pour les États. Et je suis très impliqué dans le développement de pas mal de startups, de PME. Et encore une fois, ravi d'être là et espérant pouvoir contribuer au développement de ces 2 belles startups dont je suis très impatient d'en savoir plus. Merci. Merci pour votre présence, vraiment appréciée. Merci d'inspirer, on l'espère, la prochaine génération d'investisseurs anges qui continueront à soutenir les startups technologiques sur le continent. Nous passons maintenant à notre investisseur ange numéro 2 de la soirée, Monsieur Aymen. Comment allez-vous, Monsieur Aymen? Bonsoir, je vais bien. Merci donc à The Nest pour cette opportunité en fait. Donc moi je suis Aymen Majloub, je suis basé à Paris, d'origine tunisienne. Je suis cofondateur d'un réseau Bridging Angels en fait qui est composé pour les fondateurs et qui a pour but en fait de rassembler et fédérer la diaspora. Donc on représente aujourd'hui parmi nos membres 5 pays africains, à savoir la Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal et la Côte d'Ivoire. Comme le nom l'indique, en fait, Bridging Angels a pour but donc de faire des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. En fait, on intervient sur des startups et ensuite des startups en fait qui veulent se développer sur une dimension régionale ou internationale. Et pour ma part, je suis en fait un consultant spécialisé dans le cash management et la banque de détail, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Aymen, et merci d'avoir souligné effectivement la plus grande collaboration que nous observons entre différents pays en Afrique quand il s'agit d'investissements anges. Donc, c'est très remarquable et ce sont des synergies intra-africaines que nous continuons à soutenir et nous espérons qu'elles continueront à se développer. Alors, sans plus tarder, les règles au public. Donc, chaque entrepreneur va avoir l'opportunité de présenter son projet pendant 5 minutes, montre en marche. Je me vais montrer inflexible par rapport au chronomètre. Et au bout de 5 minutes, les investisseurs auront l'opportunité de poser des questions pendant 15 à 20 minutes. En outre, nous sélectionnerons les questions les plus pertinentes du public et à la fin, nous procéderons à un vote ou à une discussion par rapport à l'intérêt que les projets ont généré. Juste pour un rappel aussi en termes de bonne gouvernance, n'oubliez pas de vous mettre en mode silencieux ou muet ou sourdine si vous ne prenez pas la parole. Et donc voilà, participez. Vraiment, la vision de l'émission est d'être interactive au possible, d'interagir avec les candidats, les anges et le public, et donc de vraiment créer une communauté qui cherche à créer l'Afrique de demain, technologique, forte, soudée et entièrement financée. Sans plus tarder, maintenant, je vais donner la parole au candidat numéro 1. Donc, je pense que nous allons donner la parole à Monsieur Sambasso, qui nous vient directement du Sénégal, Dakar, ce soir, et qui va nous présenter sa société SudPay, société d'optimisation fiscale. Bonjour Monsieur Sambasso. SudPay, c'est une plateforme. Attendez, monsieur Samba, je vous laisse partager votre écran.
Vous êtes très charmant ce soir avec ok, oui, c'est vrai, je l'avais. bleu, mais je pense que nous serions encore plus intéressés par votre présentation dans les 5 minutes qui viennent. Fantastique. Voilà, plein écran. Donc, Monsieur Samba, la plateforme est à vous. Le chrono commence maintenant. Allez-y, Monsieur Samba. Bonjour, SudPay, c'est une plateforme digitale de collecte de taxes et de protection sociale. 40% des taxes ne sont pas collectées dans les communes. 40% des recettes perdues, c'est des écoles non construites pour nos enfants qui apprennent dans des abris provisoires. C'est des maternités non construites pour nos femmes qui perdent leur vie en accouchant. Et c'est des infrastructures non construites pour l'environnement qui impactent notre qualité de vie. Et 80% de ces travailleurs qui payent la taxe locale ne sont pas bancarisés et ne bénéficient pas des services de protection sociale. C'est pour cela que SudPay a développé une plateforme digitale qui permet d'optimiser, de sécuriser et de révolutionner la manière de collecter les taxes. Surtout, SudPay permet l'accès aux services financiers et l'inclusion financière et sociale des travailleurs du secteur informel qui représentent 80% de l'économie africaine. La commune a accès à son tableau de bord pour superviser les taux de recouvrement des taxes et les contribuables qui sont ajoutés du paiement de taxes, mais aussi les mauvais contribuables. Les contribuables sont identifiés par une carte digitale ou par biométrie qui leur permettent d'accéder aux services financiers et services de protection sociale. Ils peuvent payer les cotisations par jour ou en ligne. Ils peuvent les payer en ligne ou en mode offline pour ceux qui sont dans les milieux ruraux. C'est des petits montants qui sont adaptés à leurs revenus. Et ces petits montants leur permettent d'accéder à des services tels que la pension retraite, l'individuel accident, l'épargne, les microcrédits, les micro-assurances. La taille de marché est immense. Elle représente plus de 8 milliards d'euros en Afrique de l'Ouest et SudPay envisage de capter 3 milliards d'euros de part de marché dans la zone Afrique de l'Ouest. Notre business model est extrêmement simple. Nous prenons une commission ou des redevances sur l'ensemble des taxes collectées via notre plateforme, mais également l'ensemble des services financiers qui passent par notre plateforme. Nous avons des concurrents, mais SudPay se distingue par sa manière d'innover en mettant en place une panoplie de services à forte valeur ajoutée qui impactent la vie des travailleurs du secteur informel. Notre équipe est très expérimentée. Elle est composée de Michel Maïssa Diop, qui a plus de 7 ans d'expérience dans la stratégie d'acquisition et d'enrôlement des travailleurs du secteur informel. Il y a Michel Padefeuille, qui a plus de 9 ans d'expérience en tant que développeur full stack. Et il y a Michel Moudignan, qui a plus de 7 ans d'expérience la finance digitale et la gestion. Et moi-même, qui a plus de 13 ans d'expérience dans la stratégie d'acquisition des communes et des partenaires. Notre vision a été validée par des institutions internationales et les acteurs de l'écosystème dont nous avons reçu plusieurs récompenses. À ce jour, nous avons des tractions importantes. Nous avons enrôlé plus de 60 000 contribuables dans nos plateformes et avons collecté plus de 7 millions d'euros depuis 2018. Nous sommes présents dans plusieurs pays et nous avons plusieurs contrats avec plusieurs municipalités et les institutions de prévoyance et de microfinance. À ce jour, nous cherchons à lever 850 000 euros, dont 100 000 euros qui sont déjà sécurisés. Cet investissement va nous servir à enrôler les contribuables, à recruter et former nos ressources humaines et à faire de la sensibilisation sur le terrain. Nous avons déjà levé depuis 2018 687 000 euros qui ont été déjà investis dans notre société. Je m'appelle Samba Sow, je suis fondateur de SudPay
et je suis disposé à répondre à l'ensemble de vos questions et vous invite à nous rejoindre pour changer la vie des millions d'Africains. Je vous remercie. Bravo, Monsieur Samba, 5 minutes pile, donc la préparation a bien fonctionné. Et merci pour ce beau projet qui vise à intégrer fiscalement et financièrement les travailleurs du secteur informel et par ce biais-là, de permettre aux municipalités d'augmenter leur base fiscale. Avant de passer à la séance de questions, nous allons pouvoir présenter le reste du panel. Vraiment désolée, à ce stade, nous avons présenté Monsieur Jean-Christ et Monsieur Ayman. Mon équipe me fait signe que Monsieur Ibrahim est bien arrivé. Monsieur Ibrahim, notre troisième ange de la soirée, pouvez-vous vous présenter? Ah, nous vous voyons très clairement. Comment allez-vous, Monsieur Ibrahim? Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Nous avons eu des soucis techniques à 18h pour la connexion, mais nous sommes heureux d'être là et nous réjouissons de votre invitation. Alors, pouvez-vous vous présenter très brièvement, en 30 secondes, minutes, votre rôle, position dans l'écosystème et votre participation ce soir? Merci Anna. Donc le nom c'est Ibrahim Sagna. Je suis le DG de la banque d'affaires d'un groupe qui s'appelle Afreximbank. C'est la banque africaine d'import-export basée au Caire. J'ai une carrière qui se mixe entre capital risqueur, près de 15 ans, et une dizaine d'années entre des hedge funds et de la banque d'affaires, notamment aux États-Unis et en Europe. Et dans le cadre personnel, je suis ange dans pas mal de sociétés, typiquement d'ordre technologique. Sénégalais, comme notre candidat Samba. Fantastique, merci beaucoup Monsieur Ibrahim. Donc vous pouvez voir qu'il y a une diversité de profils chez les investisseurs anges et notamment des investisseurs professionnels, banquiers d'affaires et autres qui apportent effectivement beaucoup de connaissances en termes de structuration de transactions, en plus de qualité de due diligence importante. Donc merci beaucoup Monsieur Ibrahim. Et avant de revenir à la séance de questions pour Monsieur Samba, désolé, je vous laisse un petit peu sur le siège chaud Monsieur Samba, nous allons présenter Monsieur Christian Camaillou qui a organisé cet épisode en partenariat avec The Nest. Monsieur Camaillou, êtes-vous bien présent? Oui, Anna, bonsoir, je suis présent. Fantastique. Monsieur Camaillou, merci beaucoup d'avoir organisé cet épisode avec nous. Pouvez-vous vous présenter brièvement auprès du public et aussi nous parler un petit peu peut-être de votre vue, passion ou intérêt pour les startups fintech, secteur financier en Afrique? Oui, merci Anna. C'est un plaisir d'être présent ici. Je suis un ancien banquier, donc j'ai travaillé pendant quelques années dans le secteur bancaire pour ensuite je suis devenu entrepreneur en 2012 en créant une fintech à Paris, spécialisée dans le domaine des crédits bancaires pour les étudiants. Donc je suis un ancien entrepreneur, donc je suis passé par le parcours habituel de beaucoup d'entrepreneurs, passer de l'idée à la mise en œuvre dans un incubateur. Ensuite, j'ai géré une société pendant plusieurs années en France, dans un écosystème très parisien. Je suis de nationalité camerounaise et j'ai cette frustration de n'avoir jamais entrepris en Afrique. Eh bien, après avoir géré une start-up en France, je caresse l'idée de monter ma prochaine start-up en Afrique, mais je rencontrais un problème, c'est que je n'ai pas d'expérience professionnelle en Afrique. Et donc, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour acquérir cette expérience de terrain, parce qu'entreprendre en Afrique, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs, c'était de voyager et de rendre mes déplacements sur le terrain auprès des entrepreneurs utiles. Pour rendre donc ces déplacements en Afrique utiles, j'ai décidé de mettre en œuvre une initiative qui est très simple, éditer chaque année, depuis l'année 2017, un palmarès intitulé « 100 startups africaines où investir ». La raison d'être de cette initiative, elle est très simple. On constate qu'il y a en réalité deux mondes qui ne se parlent pas.
Il y a le monde des jeunes entrepreneurs innovants qui ne savent pas à quelle porte taper lorsqu'ils ont besoin d'argent. Et quand je parle d'argent, je parle de business angel. Et inversement, lorsque on rencontre des personnes qui ont un patrimoine financier significatif, certes, ils entendent parler de start-up, mais ils ont souvent du mal à faire le tri et la sélection. Eh bien, un palmarès, c'est tout simplement une sélection qui a pour but de faire gagner du temps, permettre aux business angels de faire leur shopping. Et c'est quelque part, c'est de l'édition. Et je considère que c'est un complément de l'initiative Nest, qui est une initiative comparable, mais dans le domaine de l'audiovisuel. Fantastique, merci beaucoup Monsieur Camaillot pour cette belle présentation. Et effectivement, pour nos deux candidats entrepreneurs et pour le public, vous voyez, il découvrait ce soir un profil d'investisseur ange un peu différencié, un investisseur ange qui a une expérience entrepreneuriale et donc qui pourra probablement apporter beaucoup de valeur ajoutée en termes d'opération. Monsieur Sambasso, nous revenons vers vous pour la séance maintenant de questions-réponses. Et donc, merci pour la belle présentation de 5 minutes que vous avez effectuée. Et donc, je vais donner la parole à nos 3 anges ce soir, Monsieur Jean-Chris, Monsieur Ayman et Monsieur Ibrahim. Avez-vous des questions pour Monsieur Samba ce soir? Et j'invite également les membres du public à poser des questions, que ce soit au niveau de la croissance de la société, des réalisations, de la demande de financement, de l'équipe et des plans d'affaires. Bon, Anna, avec votre permission, je vais lancer la première question à mon compatriote Samba. Donc Samba, très belle présentation. Je pense que vous essayez de résoudre un problème majeur avec déjà une bonne base de ressources. Donc c'est bien de voir qu'il y ait une base de capital qui se soit mise au service aux efforts de départ. Ce qu'il m'a semblé raté dans votre présentation, c'est le capital lorsqu'il sera assis et arrivé. Quelle est la piste pour les retours sur investissement, la performance prévue et quelles sont les options de sortie que vous voyez pour un entrepreneur, pour un investisseur? Parce que quelque part, tous les investisseurs qui viennent assister à une start-up sont juste des colocataires temporaires. Donc, quelque part, je n'ai pas entendu la sortie de la chambre. Merci Ibrahim. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Effectivement, c'est une excellente question que j'avais mis dans les slides, mais que j'ai enlevé pour des raisons de confidentialité. Ce que je propose, c'est que l'ensemble des investisseurs ici présents pourront me contacter en offre et je pourrai en discuter avec eux, les donner les détails en fait de cette opération en termes de sortie, en termes de capital qu'ils vont pouvoir en tout cas avoir par rapport à ce qu'ils mettront dans la structure. Je propose en tout cas en offre de vous répondre à ces questions-là et de vous donner les éléments concrets. Ok. Je vais laisser mes collègues poser des questions et c'est vrai que je revienne. Oui, merci beaucoup. Cher Samba, je rejoins un peu Ibrahim sur les performances financières parce que je pense que le seul chiffre que moi j'ai pu noter, c'est que vous avez collecté 7 millions d'euros de taxes. On ne sait pas combien de chiffre d'affaires cela correspond. Et même en termes de projection, quel est le chiffre d'affaires cible? Parce qu'on comprend que oui, vous estimez votre marché adressable à 3 milliards d'euros. J'estime que là, c'est le montant de taxes que vous pensez pouvoir collecter à terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires? Et quels sont vos niveaux de marge aujourd'hui? Parce que je pense que c'est critique pour tout investisseur de savoir en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge, de combien est-ce qu'on parle. Et autre question, désolé si j'enchaîne les questions, mais elles sont liées, c'est de savoir si aujourd'hui vous êtes déjà profitable. Et sinon, à quelle échéance vous pensez être profitable? Et enfin, vous levez 850 000 euros, je comprends, mais on parle de combien de quote-part de capital qui serait retrocédé aux investisseurs qui apportent 850 000 euros
Et enfin, la toute dernière question. Quelle est aujourd'hui la répartition du capital? Est-ce que je comprends que vous avez déjà levé quelques centaines de milliers d'euros qui sont au capital avec vous. Est-ce que c'était des levées en subvention ou en equity, en dette? Si vous pouvez me donner un peu de visibilité sur ces éléments-là. Merci beaucoup. D'accord, merci. Si je réponds à la première question, après je vais répondre sur les deux autres. Trois. Il y a les deux fondateurs plus une institution qui est rentrée récemment. Donc, on est trois aujourd'hui sur la capitalisation. Alors, en termes de chiffre d'affaires sur la première question, bon, depuis 2018, depuis qu'on a lancé la solution en avril 2018 jusqu'à maintenant, on est à plus de 1,6 million d'euros, 1,6 million d'euros en tout cas de chiffre d'affaires depuis 2018. Alors, c'est des éléments que j'avais mis dans le document, mais comme j'ai dit, pour des raisons de confidentialité, je préfère à l'étape du due deal discuter avec vous et donner plus de détails sur ces éléments-là. Alors, en termes d'entrée dans le capital, je peux donner une idée sur les éventuels investisseurs qui sont rentrés. On est aujourd'hui à peu près à 10 à 15% au maximum du capital qu'on est prêt à donner à vous comme investisseurs qui seraient prêts à rentrer dans le capital. Donc, les 750 000 euros, ce ne sera pas forcément tous de l'equity. Il y aura une partie qui sera de la dette, mais il y aura une partie aussi qui sera de l'equity. Donc, c'est des choses qui sont discutables lors des phases de due diligence. Samba, avec la permission de Anna, vous avez dit 750 000 ou bien 750 millions? C'est 750 000 euros, non? C'est 750 000. 750 OK, millions, parce que j'ai cru entendre millions par erreur. Non, Okay. 750 000 euros, effectivement. Et là, les investisseurs Ange soulignent des problématiques intéressantes de sortie, de structuration de transactions et de chiffre d'affaires. Donc, je crois que la dernière question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, M. Samba, c'est la question potentiellement de la rentabilité, mais nous sommes bien conscients qu'il y a des problématiques de confidentialité que vous voulez peut-être respecter. Donc, sans donner nécessairement de chiffres précis, si vous pouviez essayer de donner une sorte d'indication ou voilà, expliquer le nombre de... Période, d'ici combien de temps? Voilà. Oui, oui. La rentabilité, c'était prévu en 2021. Mais aujourd'hui, avec le Covid qui nous a fortement impacté, ce n'est plus possible. Lors de notre dernier business plan, c'est prévu en 2023. Monsieur Aymen, je vous en prie. Oui, voilà. J'ai quelques petites questions en fait. Moi, donc une partie a été répondue déjà, enfin sur laquelle vous avez déjà répondu. Merci pour la présentation déjà, pour commencer. Je voulais savoir en fait quels sont les pays sur lesquels vous êtes présents, premièrement. Après, en fait, j'ai vu que le matériel d'identification, c'était un matériel biométrique chez les marchands, si j'ai bien compris. Et donc, en fait, on parle est-ce que le matériel, c'est vous qui le fournissez et on parle enfin, combien de boîtiers il existe donc, dans ces différents pays. Et sur l'argent qui est collecté, que représente en fait la partie services financiers autres que les taxes? Et on parle de quelle hauteur en fait de crédit, de microassurance et d'épargne retraite qui sont en fait collectés et qui profitent. Est-ce qu'en gros c'est déjà utilisé par les gens qui ont souscrit ou pas? Et dernière question que j'ai en fait par rapport à vos concurrents dans ces pays-là, quelles sont les parts de marché que eux ils ont et où est-ce que vous positionnez réellement par rapport à leur avancée? Est-ce qu'ils sont plus anciens? Est-ce que je ne connais pas très bien le marché? C'est pour ça que je voudrais bien avoir une visibilité sur la concurrence en fait sur ce domaine-là. Merci. D'accord. Merci pour la présence dans différents pays. On est présent dans 5 pays. Il y a le Sénégal, notre siège. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, le Togo et la Guinée-Conakry. Il y a 3 autres pays sur lesquels on n'est pas présent physiquement, mais on est présent via des partenaires locaux. C'est le cas de l'Afrique du Cameroun, c'est le cas de la RDC et c'est le cas du Congo-Brazza. Donc, on n'a pas une présence physique là-bas, mais on a des partenaires
avec lesquels nous sommes en train de travailler sur ce projet-là. Par rapport aux 7 millions d'euros collectés, il y a à peu près 83%, 83% qui représentent les taxes collectées. Le reste, il y a en moyenne 16 à 17% qui concernent en fait l'activité de l'inclusion financière et sociale aujourd'hui. Il y a une autre question, une troisième, je pense que vous avez posée, qui concerne la répartition, en fait, voilà, par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, nous avons répertorié en fait 3 concurrents, dont 2 qui sont basés en Côte d'Ivoire. Les 2 sont basés en Côte d'Ivoire, c'est des sociétés qu'on connaît très bien et qui ont développé la solution en fait au même moment que nous, parce que nous les avons rencontrés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est à peu près en fait équitablement sur le même marché. Ils ne sont pas plus avancés que nous sur le même marché. On est à peu près en moyenne à 10% de marché en Côte d'Ivoire. Si le Sénégal, on est les seuls à les faire aujourd'hui. On n'a pas en tout cas de concurrence sur le terrain. On est les seuls à les déployer. Il y a un autre partenaire qui le déploie, qui est en train de le déployer en fait au Bénin. Nous sommes en train de voir ce qui se passe là-bas et essayer de voir en fait quelle est sa capacité financière et en tout cas sa stratégie. Nous sommes en train de l'étudier, nous l'avons appris récemment, donc nous sommes en train de le suivre. Alors, par rapport en fait à notre positionnement et à ces concurrents-là, comme j'ai dit, au Sénégal, on est seul, donc ça, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais par contre, en Côte d'Ivoire, on a 2 concurrents qui sont sur le marché, on a intérêt à aller extrêmement vite. Et c'est vrai qu'ils sont des locaux, mais nous, quand même, on a une solution qui est très flexible et robuste et qui est adaptable rapidement d'un pays à l'autre. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment dans ces pays-là, sur les questions en tout cas que vous avez posées. Parfait. Merci, Monsieur Samba, pour avoir bien répondu à ces questions de type opérationnel et merci, Monsieur Aymen, de les avoir posées. Donc, le public, vous pouvez voir qu'il est toujours intéressant de travailler avec différents investisseurs Orange qui apporteront un angle de questionnement différent. Je pense que nous allons prendre une dernière question. Anna, est-ce que je peux venir répondre à une question d'Aymen qui est sur le matériel utilisé? Alors, le matériel utilisé, voilà, nous développons la plateforme, mais en fait, pour les terminaux biométriques, nous travaillons avec des partenaires qui sont basés en Europe, qui ont développé ces terminaux biométriques, qui sont des terminaux avec de la biométrie et du NFC. Donc, la carte, c'est une carte NFC, et la biométrie, ça permet en fait de pouvoir en fait, enrôler certaines personnes à qui on ne va pas donner la carte, parce que tout simplement, c'est plus facile avec eux, en tout cas, sous section dans les milieux ruraux, d'utiliser la biométrie pour la remontée d'informations et pour en tout cas mieux les identifier. Donc, c'est avec des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous n'avons pas un contrat d'exclusivité avec eux, mais nous travaillons avec ces partenaires sur ce projet-là. Nous n'apportons que la plateforme. La partie matérielle, c'est sous-traité avec d'autres fournisseurs. Donc, en fait, c'est les fournisseurs qui eux-mêmes, qui met ces terminaux, en fait, sur le terrain, en fait. C'est nous qui les plaçons sur le terrain. Donc, nous les achetons. Nous nous installons les applications dedans et nous déployons la plateforme avec nos propres agents sur le terrain. Donc, JP envoie ses propres agents sur le terrain dans un premier temps pour effectuer les enrôlements des contribuables. Et après, derrière, par rapport en fait à la collecte, on s'appuie sur les collecteurs des communes. On a déjà fait, en tout cas, la qualification de la base de données. On appuie sur ces enrôleurs pour faire le travail qui reste, qui est le travail de collecte d'argent. D'accord. Et en fait, c'est vous qui directement, est-ce que c'est des employés qui vont faire les installations et la distribution de ce matériel ou c'est des sous-traitants? Comment ça se passe et ça représente à peu près quel pourcentage ou quel coût pour vous, en fait? On a une équipe de 5 personnes qui font le travail, en fait, d'installation dans les terminaux. Maintenant, quand il s'agit d'aller sur le terrain pour faire l'enrôlement, on recrute des personnes qu'on forme temporairement dans les communes, temporairement le temps de pouvoir de faire l'identification des contribuables. Dès que cette partie d'identification est finie, on les libère et après, on a une équipe qui fait tous les 3 mois, qui retourne sur le terrain pour faire la mise à jour de la base de données. Très bien, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Ayman, pour ces questions d'ordre opérationnel. Je vais maintenant prendre une question du public, ce qui donnera l'opportunité aux investisseurs anges de réfléchir à l'intérêt qu'ils ont potentiellement dans la société. Et pour rappel, nous allons lancer un sondage où et les investisseurs anges et le public pourra donner une fourchette d'investissement potentiel pour lequel ils seraient intéressés. Les investisseurs anges ont évidemment l'opportunité également de dire nous sommes intéressés, le montant n'est pas encore défini et nous poursuivons en mode de due diligence. Ou les investisseurs anges ont l'opportunité de dire ce n'est pas une opportunité qui m'intéresse. Dans ces cas-là, c'est toujours intéressant d'avoir un petit commentaire constructif pour comprendre comment l'opportunité pourrait être présentée de manière un petit peu différente. Donc, la question du public que je vais prendre avant que vous répondiez au sondage, ou vous pouvez commencer à répondre au sondage, vous tous. Il y a un petit écran qui est apparu, investiriez-vous dans SudPay? Donc, question du public, Monsieur Samba, pour 1 euro d'impôt collecté dans le futur, une fois que votre société sera bien établie, disons en 2024-2025. Donc, pour 1 euro d'impôt collecté, quelle est la marge que vous visez? Quel est le profit que vous espérez tirer de cet euro de taxes collectées, à supposer que ce soit la manière dont vous visualisez votre business? Alors aujourd'hui, suivant les pays, parce que ce n'est pas tous les pays où on prend une commission, suivant les pays, si on prend du sharing, c'est 3% des montants qui sont collectés. Et si c'est des redevances, c'est un montant fixe qui est payé par la commune chaque mois. Donc ça dépend de la réglementation. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, là, en fait, on ne peut pas prendre du sharing sur les montants collectés parce que l'État nous l'interdit carrément. En tout cas, il n'y a pas une loi qui nous permet de le faire. Si je prends le cas, par exemple, d'autres pays, ça permet de le faire. On peut prendre en fait un montant sharing sur les montants collectés et ça tourne autour de 3%. Merci beaucoup, Monsieur Samba. Je vais maintenant donner la parole aux anges. Je vais commencer par Monsieur Jean-Christ. Quelle est votre opinion ce soir concernant SudPay? Sur SudPay, je pense que dans l'esprit, c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'il y a pas mal de challenges. Il y a pas mal de challenges. C'est déjà les relations avec les localités, parce que c'est un business où les localités sont finalement les maîtres du jeu. Donc, il faut arriver à avoir le maximum de localités possible, en sachant qu'il y a beaucoup de compétition quand même dans le segment. Parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui ont développé des technologies, mais il y a aussi tous ceux qui font le mobile money. Parce que si demain, Free ou MTN ou Orange se met sur ce segment, de pouvoir mettre en place une solution qui permette aux commerçants ou à tous les acteurs du secteur informel de pouvoir payer directement par mobile money, on rentre dans une situation qui est un peu compliquée. Et l'autre élément qui me chiffonne un peu, c'est toute la structure qu'il est nécessaire de mobiliser pour faire tourner la machine. Parce que vous avez parlé de 5 pays. Bon, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays relativement vaste. Et du coup, il faudra aller dans chacune des communes pour avoir une relation one-to-one avec les responsables des services de collecte de taxes, etc. Donc, moi, j'ai pas mal de questions qui m'empêchent aujourd'hui de pouvoir dire de façon très claire que j'aimerais bien aller plus loin sur le dossier. Je pense que le principe est intéressant, mais il y a tous ces challenges-là sur lesquels j'aimerais avoir un peu de visibilité. Et pour finir, vous avez dit que votre taxe est de 3%. Vous nous avez dit que le chiffre d'affaires de 1,8 million sur les 3 dernières années et que vous avez collecté 7 millions. Quand je fais le ratio, je suis à 25%. Donc, ça aussi, il faut que je comprenne comment ça marche, comment est-ce que vous avez collecté 7 millions et vous avez réussi à générer 1,8 million. Donc, j'ai beaucoup de questions. Et si jamais je souhaiterais aller plus loin, cela me demanderait de passer beaucoup de temps sur la due diligence. Sur le business model, pour moi, il y a des questions qui sont indispensables à répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Christ. Alors, êtes-vous dans un scénario où vous souhaiteriez potentiellement poursuivre la due diligence ou pas à ce stade? La réponse n'est pas très claire. À ce stade, la réponse n'est pas. J'ai plus d'éléments en no qu'en yes aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions. Je suis vraiment resté sur ma fin sur l'explication du business model, la compréhension. Donc, pour le coup, je n'ai pas forcément
envie d'aller plus loin sur l'étude du dossier. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Christ. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Aymen. Oui, donc en fait, enfin, c'est un peu la même idée, en fait, oui. Quels seraient les éléments de concurrence si jamais, pardon, des nouveaux concurrents comme avec du mobile money ou autres peuvent intervenir sur le marché? Pour moi, on n'a pas tous les chiffres, donc peut-être une fois à la vue des chiffres, on peut avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Il faudrait que je reparle avec un peu le réseau. Le projet est très intéressant, mais il faudrait, à mon sens, il me faudrait un peu plus d'éléments pour pouvoir me positionner là-dessus. En fait. Merci beaucoup, Monsieur Aymen. Et je donne la parole à Monsieur Ibrahim. Merci, Anna. Mon point de vue est que Samba a besoin de mettre en avant les chiffres, au-delà de tout point de confidentialité. Je dis toujours aux entrepreneurs que l'investisseur est dans votre situation pour des questions d'arithmétique et économique d'abord. Quelqu'un qui vient investir dans votre business, c'est d'abord pour du gain économique. Donc, avoir un cas de figure où vous avez 5 minutes et il n'y a pas de chiffres, il y a un gros problème. Et ce n'est pas accidentel que l'alphabet ait plus de lettres que les chiffres. Il y a 26 lettres d'alphabet, il y a 9 chiffres, 10 si vous mettez 0. Donc, il faut toujours prendre l'opportunité d'expliquer dans ce cas-là comment, d'abord, il y a une opportunité, comment vous réglez l'opportunité et comment dans votre règlement, il y a du gain pour la personne qui vous écoute. Et je pense que ce cheminement n'a pas été mis en place. Donc, c'est difficile de voir l'opportunité opérationnellement, comment on ouvre le rang, on décortique le problème et comment on se mitige de toute forme de risque tout en mettant du gain en avant aussi bien pour l'entreprise que l'investisseur. Donc, je pense que quelque part, il y a beaucoup de travail de révision à faire avant de pouvoir tenir un point de vue positif. Donc, ma réponse est non à ce stade et que Samba essaye de prendre ce feedback pour essayer de revenir en force. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Alors, pour rappel pour tout le monde, il y a effectivement des problématiques de confidentialité, étant donné que cette émission est effectivement diffusée au public. Et donc, certains entrepreneurs sont plus à même de partager certains chiffres publiquement durant l'émission et d'autres non. Et donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si on regarde un petit peu le sondage du public, 91% du public est très clairement persuadé de la pertinence et l'attractivité de la société. Donc, un petit peu à l'opposé de l'opinion des anges qui sont présents ce soir. Il y a effectivement de nombreuses questions auxquelles M. Samba pouvait répondre et qui ont été mentionnées par les investisseurs anges. Donc, en phase de post-production, si jamais l'un d'entre vous a vraiment des questions subsidiaires, M. Samba est à même d'y répondre et a déjà levé effectivement des montants assez conséquents dans le passé. Donc affaire à suivre. Mais alors, M. Samba, je pense que la leçon, effectivement, c'est qu'il est toujours un petit peu difficile de trouver le bon équilibre quand il s'agit de présenter des informations à la fois pertinentes et chiffrées en l'espace de 5 minutes quand il s'agit d'une société assez complexe. Voilà, et ne pas prendre personnellement, certains investisseurs sont toujours convaincus directement que d'autres ont plus de connaissances de marché, de secteur et de recul par rapport au business modèle possible. Donc, toujours bon de prendre tous les commentaires et d'aller de l'avant. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir et nous vous tiendrons informés s'il y a des membres du public qui sont potentiellement intéressés par votre société ce soir. Merci Anna, merci à l'ensemble des investisseurs. J'ai bien pris note de vos questions et de vos commentaires. Ça va me servir forcément et je vais revoir en tout cas prochainement les pitchs. Merci à tous. Merci Monsieur Samba. À très bientôt. Merci. Nous restons en contact. Et maintenant, nous
passer à notre deuxième candidat de la soirée, la société Studely avec Monsieur Duplex. Monsieur Duplex, êtes-vous présent ce soir? Avez-vous réglé vos problématiques techniques? Oui, merci Anna. J'ai réglé. Je ne sais pas si je peux te faire le partage de mon pitch. Vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Monsieur Duplex. En Merci. duplex de Paris. Je devais faire la blague, forcément. Donc, comment je partage? Et en attendant, peut-être ce soir, ce serait intéressant de voir les zones géographiques dont nous venons tous. Gabriel, je ne sais pas si tu peux lancer le sondage zone géographique. Je te prends un petit peu de cours, Gabriel, peut-être. Ah, voilà. Alors, attendez, le petit sondage. Public, investisseurs Orange et entrepreneurs également, Duplex et Samba. Si vous pouvez mentionner la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pour que nous ayons un petit peu une idée de la représentation ce soir. Mais au vu des noms que j'aperçois un petit peu dans le chat, Igor vient des Caraïbes. Est-ce que les Caraïbes, il n'était pas mentionné dans le sondage. Désolé, monsieur Igor, effectivement, c'est de la discrimination insupportable. Donc, je vais bien rappeler à mon équipe, monsieur Gabriel, d'ajouter les Caraïbes à un moment ou à un autre. Alors, monsieur Duplex, vous commencez à partager votre écran. Très bien. Nous regarderons les résultats du sondage une fois que vous aurez terminé votre présentation, monsieur Duplex. Je ne suis pas certaine que ce soit la première page de votre présentation que nous voyons ce soir. Voilà, fantastique. Merci beaucoup, monsieur Duplex. La scène est à vous. Vous avez 5 minutes devant vous. 5 minutes. Commence. Ok, merci. La galère. La galère, c'est un petit mot lorsque je pense à il y a 10 ans où j'ai eu la chance d'obtenir une admission pour venir étudier en France. Cette admission, comme pour 5 millions d'étudiants dans le monde, il me fallait obtenir un visa. Et ça s'est transformé en un véritable parcours du combattant. Car pour obtenir le visa, il me fallait obligatoirement, avant mon arrivée en France, justifier d'obtenir un logement. Et également justifier de mes ressources auprès du consulat et obtenir des produits d'assurance indispensables, notamment voyage, santé et habitation. Et également avoir un compte bancaire. Tout ceci, je pouvais l'obtenir auprès d'une banque. Sauf que les banques, il n'y a aucune banque au monde jusqu'à présent qui offre l'ensemble de ces services-là. Malgré le fait que le marché de la mobilité étudiante est de 80 milliards d'euros. À savoir, chaque étudiant en mobilité internationale dépense en moyenne 15 000 € par an sur l'ensemble de ces services qu'il doit avoir, notamment son logement, son école et un ensemble d'autres services. Ce marché est capté aujourd'hui à 50% par à peu près 10 pays dans le monde, notamment les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie et la France, pour citer que. La France, pour prendre son exemple aujourd'hui, accueille en moyenne chaque année 100 000 étudiants. Et ce chiffre va passer aujourd'hui d'ici 2028 à 200 000 étudiants. La France aujourd'hui capte 4,5 milliards d'euros. C'est le marché de la mobilité des étudiants étrangers en France, qui est assez intéressant et très important. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis plus de 5 ans, il existe une initiative justement qui permet aujourd'hui à tout étudiant d'obtenir l'ensemble de ces services pour pouvoir venir étudier en France. Studely, le facilitateur de la mobilité étudiante. En fait, Studely a été créé en 2016, est présent aujourd'hui dans plus de 15 pays, permet à tout étudiant d'obtenir l'attestation de virement révocable indispensable pour justifier ses ressources auprès du consulat. Comment ça se marche? L'étudiant va sur la plateforme de Studely, se connecte et Studely est aussi présent dans les pays de l'étudiant, de la plupart des étudiants, et il peut obtenir le document. Pour obtenir un visa auprès du consulat de France, tout étudiant doit justifier obligatoirement ses ressources et justifier également d'obtenir un logement et d'autres éléments. Pour le justificatif de ressources, l'étudiant doit obligatoirement disposer au minimum de la somme de 7 380 € pour l'année justifiée et dans un compte que Studely ouvre pour lui auprès de sa banque partenaire en France, et Studely s'engage à reverser cette somme-là, à débloquer la somme de 615 € pendant 12 mois à son arrivée. Et donc, cette attestation qui fait foi du justificatif de ressources de l'étudiant, et pour ce faire, donc l'avantage avec Studely
l'étudiant, Studeli réussit à capter l'étudiant en amont, depuis son pays d'origine, et le propose des services à 360 degrés, donc un ensemble de services, et également des services sécurisés et économiques. Le business model de Studeli aujourd'hui, Studeli gagne 500 € par étudiant pour chaque attestation de virement irrévocable délivrée, soit 6% du montant minimum réclamé par la France, qui est de 7 380 €. Studeli a déjà servi, et nous en sommes fiers, plus de 7 000 étudiants depuis ses débuts, ses activités en 2017. Et nous sommes présents, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plus de 15 pays. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2019 et qui représente 6% de part de marché sur le corridor sur lequel nous sommes entre l'Afrique francophone et la France. Aujourd'hui, nous avons pu gérer plus de 50 millions d'euros des fonds de ces étudiants, qui bien évidemment que nous débloquons chaque mois. Nous sommes fiers d'être partenaires de plus grandes institutions financières comme la Banque Postale, Smera, et des partenaires immobiliers et des écoles. Nous, Studeli, et c'est ce point dont je suis fier, et je salue d'ailleurs mon équipe présente actuellement dans ce call, d'avoir une équipe multiculturelle assez diversifiée, des bureaux dans 15 pays et plus de 100 collaborateurs. Et nous avons réussi, notre initiative a été saluée par la France, notamment à travers le président François Hollande en 2017, à travers le prix lauréat du Digital Africa. Notre ambition, nous avons commencé notre phase de concept durant 3 ans sur le marché entre l'Afrique francophone et la France. Notre ambition se résume à 3 points dans le futur, à savoir dans les 5 prochaines années, à savoir développer nos services dans 9 autres pays d'accueil, notamment les États-Unis, l'Australie. Merci beaucoup, Monsieur Duplex. Désolée, je dois appliquer la règle. La règle est dure, mais c'est la règle. Bien sûr. Cette belle présentation et solutions qui visent à régler les problématiques d'intégration des étudiants africains, étudiants à l'étranger. Donc, avant de donner la parole aux anges, si vous pouvez envoyer le résultat du sondage peut-être, si le résultat du sondage est disponible. Très intéressant. Alors, pour la première fois, effectivement, nous avons une majorité de personnes basées en Europe. Donc, je pense que Paris doit être bien représenté. 63%, 15% en Amérique du Nord. Donc, là aussi, c'est une belle tendance à internationalisation de l'intérêt pour les entrepreneurs et nos investisseurs anges. Et enfin, 22% en Afrique. Bon, c'est la fin de l'année ici, il fait chaud. Donc, les gens restent tranquillement chez eux et se reposent. Alors, maintenant, je vais redonner la parole aux investisseurs anges. Monsieur Aymen, Monsieur Jean-Christ et Monsieur Ibrahim, avez-vous des questions ce soir pour Monsieur Duplex? Bien sûr, je me permets de commencer. Merci beaucoup pour cette présentation. Ayant été moi-même étudiant étranger en France, ça me parle. Cependant, j'ai quand même pas mal de questions. La première, c'est le marché cible, parce que c'est un produit qui semble vraiment packagé pour la France. Donc, est-ce que vous pensez, parce que là, je vois sur la slide qui est projetée que vous ambitionnez de vous positionner en Allemagne, aux États-Unis et tout. Et je pense que la procédure aux US, elle est très différente de la procédure française, parce que avoir le visa, c'est une procédure avec les universités, c'est un contexte totalement différent. Et surtout, même si on prend le cas français, il y a pas mal finalement d'étudiants en réalité qui n'ont juste qu'à montrer les relevés bancaires de leurs parents, les 3 derniers relevés bancaires de leurs parents, sans avoir forcément à devoir avoir une attestation de virement irrévocable. Donc du coup, au final, votre marché cible est beaucoup plus petit que la communauté d'étudiants qui quittent l'Afrique ou tout autre continent ou tout autre pays pour aller vers la France. Et donc, ça, c'est ma première question sur le marché cible. Et ma deuxième question, vous avez dit que vous aviez 100 collaborateurs. Donc, si je prends un salaire moyen de 500 € par collaborateur, ça vous fait des charges de salaire seulement de 3 millions d'euros l'année. Donc, je ne sais pas comment on arrive à faire à rationaliser ça avec le chiffre d'affaires de 1 200 000 que vous avez eu en 2019. Et à quelle échéance pensez-vous de pouvoir devenir rentable?
Bon, après, j'ai d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, merci, je m'arrête merci, à monsieur. cela. Voilà. Merci, monsieur Jean-Christ, et merci de l'intérêt que vous portez aux entrepreneurs. Évidemment, en 5 minutes, il est difficile pour tout entrepreneur de présenter le business model de A à Z, et donc c'est évidemment une contrainte que nos investisseurs Ange prennent toujours en compte. Alors, monsieur Duplex, est-ce que vous pouvez répondre à la question effectivement de monsieur Jean-Christ par rapport effectivement au modèle économique, rentabilité, coût fixe de la structure, et voilà. Allez-y, je vous en prie. Merci Anna. Et Monsieur Jean-Christ, merci pour les questions, hein. C'est une question assez pertinente, surtout la première. Et c'est les questions à laquelle je me suis posé avec mes associés au début. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour le marché? Et l'exécution nous a donné raison. Déjà, premièrement, et vous avez raison, effectivement, aux États-Unis, les procédures aussi sont différentes. Même la France, en France, juste pour rester sur ce cas, il y a 3 façons de justifier. Vous avez parlé justement de la prise en charge des parents, il y a l'attestation de bourse et il y a ce qu'on appelle l'AVI. Et le marché de l'AVI, bien au contraire, en fait, nous nous sommes rendus compte que 70%, c'est une étude que nous avons faite, utilisaient plutôt l'AVI, surtout dans les pays sous-développés et les pays en voie de développement, parce que la majorité des parents, parce qu'on parle de 615 €, et auprès du consulat, il faut justifier le fait que le parent dispose de 4 fois cette somme-là. Ils sont très rares et très peu, surtout en Afrique, des parents qui disposent d'un salaire de plus de 2 millions de francs. Donc, même si les familles, effectivement, s'arrangent, mais c'est difficile. Donc, il y a un marché, et le marché est d'autant plus, et nous, c'était aussi un constat qu'on avait fait, et on savait qu'on devait travailler dessus, l'évangéliser. Donc, aujourd'hui, on a pu intéresser, et on intéresse, comme vous l'avez vu, plus de 7000 étudiants, pas mal d'étudiants. Et la réglementation aussi est en train d'aller dans ce sens, parce que si vous connaissez un peu les procédures pour l'Allemagne, c'est quasiment presque obligatoire l'AVI. Donc, les marchés sont un peu drivés comme ça, parce que beaucoup de pays se sont rendus compte que le système de prise en charge posait pas mal de soucis. Et également, Studely, en fait, est entré effectivement comme produit principal et produit pionnier, l'AVI, mais derrière, comme j'ai parlé aujourd'hui, c'est tout un ensemble, c'est un écosystème Studely, en fait. Nous voulons être le leader des services financiers dédiés aux étudiants. Donc, dans les services financiers, nous ne nous limitons pas uniquement à l'AVI. Nous avons mis en place le logement. Trouver un logement à un étudiant étant encore dans son pays, pour moi qui vis à Paris, c'est très complexe. Et aujourd'hui, on peut le faire. Et nous fournissons aussi ce qu'on appelle des garanties locatives à l'étudiant, qui certes aujourd'hui sont gratuites pour nous quand un étudiant passe via notre AVI. Donc, c'est les mécanismes qu'on permet à faire pour que les étudiants puissent passer par nous. Nous proposons aussi des services d'assurance. Et pour votre information, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le dire, notre service ne s'arrête pas en one shot, c'est-à-dire une fois que l'étudiant obtient son visa et on lui fait ses virements. Non, toute la vie, en fait, en France, pendant toute la durée de ses études, nous continuons à le suivre et nous gagnons justement les produits d'assurance sur lesquels il a pris chez nous et d'autres produits, parce que pour votre information, vous le savez, vous qui avez vécu en France, pour renouveler le titre de séjour, il faut justifier encore ses ressources. Donc, il y a un ensemble le client, il ne reste pas 1 an, il reste en moyenne 5 ans chez nous. Maintenant, pour votre deuxième question et concernant les collaborateurs, j'ai bien fait exprès de montrer en fait la carte. Nous, on est présent dans plus de 15 pays en Afrique aujourd'hui. Et quand je parle de 100 collaborateurs, bien évidemment, j'englobe dans le monde. Parce qu'en Paris, nous sommes aujourd'hui à peu près 15 collaborateurs en salariés CDI, CDD. Mais dans les pays en Afrique, ce n'est pas pour dire qu'on paye mal nos collaborateurs, autant ils sont très bien payés, en tout cas. Et la masse salariale n'est pas plus élevée qu'en France. Donc, elle n'est pas calculée sur un barème tel que vous avez dit en termes de pricing. Et nos métiers, la plupart dans nos bureaux, ils sont en moyenne au nombre de 2 personnes. Et on prend beaucoup de temporaires. Je pense avoir répondu à ces questions. Je ne sais pas s'il y avait... Non, il n'y a pas une troisième question. Non. Écoutez, moi j'ai des follow-up. Je pense encore une fois, je ne vais pas monopoliser le débat, mais je prenais 500 € de salaire moyen pour tous vos collaborateurs, ce qui me semble relativement raisonnable. Mais bon, j'ai bien intégré vos éléments de réponse et je veux bien laisser mes compères aussi poser leurs questions. Merci beaucoup.
Je profite aussi de ce temps mort, Anna, tu m'excuseras, pour terminer une partie de mon pitch. En ce moment, nous sommes dans une levée de fonds bridge de 1 million d'euros. Et donc, j'inviterai toutes les personnes qui sont bien évidemment intéressées à nous contacter et je me ferai plaisir de discuter avec eux. Merci beaucoup, Monsieur Duplex, d'avoir finalisé effectivement votre présentation. Je vais malheureusement annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai malheureusement une obligation. Je dois me sauver, mais le reste de mon équipe va prendre la relève quand il s'agissant de l'animation de l'émission. Et je pense que Gabriel et Jim vont pouvoir animer le reste de l'émission. Donc, merci à vous tous. Dernier épisode de la saison, vraiment excité par les deux entrepreneurs qui ont présenté de belles sociétés. Merci nos trois investisseurs anges. Et Gabriel, Jim, je vous donne la parole et Monsieur Aymen aussi, qui a quelques questions à poser. À très bientôt, tout le monde. Joyeux Noël. Merci Anna, à très bientôt. Bye Anna. Alors Gabriel, est-ce que tu veux prendre la parole? Jim, c'est comme tu veux, si tu veux animer. Non, vas-y. Tu connais beaucoup mieux les sociétés et les anges que moi, donc tu es bienvenu de gérer la session aujourd'hui. Si ça va, si j'ai un peu de cheveux et bien, ça me dérange pas. Moi, je vais me permettre de prendre la parole. J'avais quelques petites questions. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui, d'ailleurs, merci pour cette présentation. Je trouve le projet et la présentation très sympa. Et d'ailleurs, la vidéo qui est accompagnée, que vous avez faite, elle est très sympa, très fun et elle est bien parlante. J'ai bien apprécié. En fait, moi, j'avais quelques petites questions concernant… donc, en fait, sur la partie déjà avec les consulats, etc., est-ce que vous avez un accord en fait avec la France ou est-ce que ça sera un accord avec l'Union européenne qui peut englober les autres consulats en vue des ouvertures pour l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, d'une part. La deuxième partie, en fait, sur la partie KYC bancaire et logement, est-ce que vous avez en fait des partenariats avec des banques et vous faites le KYC à distance? Et pour les logements, est-ce que vous êtes avec le CROUS, avec une agence? Et est-ce que, en gros, vous pouvez réellement promettre et vous avez des exclusivités sur ce genre d'appartement ou autre, puisqu'on sait très bien, moi même étant à Paris, que c'est un peu compliqué pour des étudiants qui viennent, enfin des étrangers qui viennent en France pour trouver des logements avec les garants et autres. Ça, c'était ma deuxième question. Et la troisième question, je ne vais pas non plus monopoliser la parole. En fait, sur la scalabilité ailleurs qu'en France, j'imagine que pour les États-Unis et l'Amérique, enfin, vous n'avez pas eu le temps de terminer. Je pense que le process il doit être un tout petit peu différent. Donc, qu'en est-il sur ça? Et dernière question, au niveau des bureaux partout que vous avez en France, enfin, vous avez partout, pardon, en Afrique. Est-ce que c'est des gros bureaux? Est-ce que c'est des gens qui travaillent en CDD, donc temporairement? Et quel est le coût d'avoir des bureaux physiques un peu partout dans les pays d'origine? Et qu'en sera-t-il aussi pour plus tard, pour la Chine, l'Australie, etc., ailleurs dans le monde, en fait? Voilà, merci. Merci, Monsieur Aymen, pour ces questions-là. Je commence par la première, en fait, les accords avec les consulats. Nous, Studeli, nous ne sommes pas les consulats, nous sommes une société indépendante. Le consulat, nous fournissons les documents qui sont acceptés par les consulats. Aucun organisme ne peut se substituer et se muer en disant qu'ils ont des accords avec le consulat. Dans notre domaine, en tout cas, ça ne c'est pas possible. En tout cas pour l'instant, mais la réglementation et notre statut d'intermédiaire en opération de banque avec un partenaire bancaire et ouvrant un compte bancaire au nom de l'étudiant nous le permet et nos documents sont acceptés auprès des consulats dans lesquels nos étudiants rendent pour pouvoir demander leur visa. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question concernant les KYC bancaires, vous imaginez bien qu'une banque française travaillant avec nous, bien évidemment, des questions sur le KYC, c'est les questions les plus importantes. Et on a mis en place des processus bien ciblés par rapport à cela.
Et aujourd'hui, on réussit à répondre aux exigences, et depuis longtemps, notamment avec les 7 000 étudiants que nous avons pu servir, à cette problématique de KYC, sachant que nous, on permet à un étudiant, ce qui n'était pas possible avant l'arrivée de Studely sur le marché, à ouvrir un compte bancaire en France sans y être présent. Donc, grâce à, que je ne vais pas vous dévoiler forcément le process ici, à ce procédé, l'étudiant est gagnant. Les partenariats avec les logements, on a plus de, je dirais, plus de 15 partenaires. On est notamment partenaire de Résis d'études, vous qui êtes peut-être à Paris, ou Nexity, pour ceux qui connaissent Studéa. On a une priorité sur pas mal de logements. Nous ne sommes pas limités sur ces partenaires, entre guillemets, institutionnels, parce que ces partenaires ont en moyenne 150 000 logements dans toute la France. On a aussi créé d'autres outils pour nous et mécanismes pour aider les étudiants à obtenir rapidement les logements, notamment un système, ce qu'on appelle chez nous des ambassadeurs, où un ancien étudiant qui est passé par notre système peut trouver un logement à un nouveau, moyennant une certaine rémunération. Et on a tout le temps, on réfléchit à des solutions nouvelles. Et le but pour nous, c'est que tout cela soit digitalisable et très simple pour que ça ne soit pas consommateur chez nous en termes de temps et de personnes et de ressources humaines. Le troisième point au niveau de la scalabilité, notre business est très bien scalable. D'ailleurs, dès que nous avons commencé, il y a des pays comme le Canada et tout avec qui on a échangé. Et aujourd'hui, si vous regardez sur les sites en Allemagne, on a pas mal de concurrents qui font la même chose et qui ont un modèle peut-être différent du nôtre où ils sont à 100% digital, ils n'ont pas de présence physique à l'étranger. Et en Belgique, en Italie, dans tous ces pays de l'Union européenne, en fait, ce processus d'attestation de virement irrévocable est accepté comme justificatif de ressources. Donc, nous n'aurons pas de mal, et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, pour nous installer dans ces pays-là, pour pouvoir faire la même chose que nous avons pu faire en France. Et pour les États-Unis, pour votre information, c'est bien évidemment possible. En fait, les États-Unis ne refusent pas dans leur système l'attestation de virement irrévocable, sauf qu'ils donnent la possibilité, bien évidemment, aux parents des étudiants de déposer dans un compte et de prouver, un compte qui leur appartient, de prouver qu'il y a cette somme-là. Mais nous, comme je dis encore une fois, on ne se limite pas uniquement sur ce produit-là. J'ai parlé de 80 milliards d'euros de la taille de ce marché. Dans les 80 milliards, ce n'est pas seulement la VI, c'est beaucoup d'autres services dont a besoin l'étudiant. Il y a par exemple les assurances, il y a son logement, il y a des frais de déplacement, c'est tout un écosystème. Et nous voulons être le leader qui permet d'avoir tout cela dans une seule plateforme. Et c'est là où c'est notre positionnement. Concernant les bureaux, bien évidemment, quand on parle de 15 bureaux, ça peut paraître un peu assez énorme. Aujourd'hui, nous avons un système où dans chaque pays, en moyenne, minimum 2 collaborateurs permanents, bien évidemment en CDI ou CDD, et dans les pays dans lesquels nous sommes, qui sont la plupart en Afrique subsaharienne, le coût n'est pas énorme comme en France ou dans les pays de l'Union européenne. Donc, pour l'instant, nous réussissons à gérer et c'est plutôt, je dirais, un avantage et une force pour nous parce que quand je compare avec des modèles et de sociétés qui font comme nous, mais qui sont en 100% digital, je trouve que nous, on a peut-être plus d'avantages, même si on est en train de se transformer. C'est ce que j'allais dire à la dernière slide de ma présentation tout à l'heure. Notre objectif, c'est de passer sur un modèle hybride, mais 100% digital, où l'étudiant qui veut passer dans le digital, il le fait. Et dans certains pays, mais pas tous, continue à garder une présence locale. Merci. Merci. Merci Duplex pour votre réponse. Donc oui, Anna a dû y aller, donc je vais la remplacer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on aurait peut-être une dernière question des anges investisseurs avant de passer peut-être à une question du public intéressante d'Igor? Oui, merci Théo. Ibrahim ici. D'abord, le positif, je pense qu'on ne vous a pas assez félicité pour la présentation. Elle est absolument bien faite. C'est très malheureux que vous n'ayez pas eu la chance de finir. Mais je pense que comment vous avez commencé avec la page galère, félicitations, et ensuite développé sur la problématique de manière quantitative,
et tout de suite sur l'opportunité de manière tangible et commerciale. Vraiment, je pense que chapeau là-dessus. Le schéma qui est sur la table montre très, très bien le cheminement entre le passé et le futur. Tout ce qui manque, c'est l'élément de point mort, break-even. Je pense qu'il est important qu'on puisse le voir de manière très claire. Pour les éléments sur lesquels il faudrait mettre l'accent, je pense qu'un collègue à moi l'a souligné, c'est le chemin pour le scalability. Donc, je pense que vous n'avez pas eu la chance de développer là-dessus, et les partenariats que vous avez en place pour permettre cette scalability d'être en place très vite. La partie qui n'a pas été clarifiée, c'est la partie de la valo. Je pense que, puisque vous avez été coupé, ce serait bien d'avoir une idée très claire de comment se positionne la valo. Et dernièrement, la sortie. Donc, en tant qu'ange, les anges ne sont jamais permanents. Ils sont que temporaires. Donc, la question de quelles sont les opérations qui sont similaires à la vôtre, quelles sont les sorties qui ont été permises. Comme ça, quelqu'un qui n'est pas familier avec le modèle puisse se référer à un exemple similaire pour que ça permette de donner une référence tangible tout de suite à l'audience. En tout cas, merci, M. Ibrahim, merci beaucoup. C'est très gentil. Et merci aussi pour justement ces points d'amélioration que j'ai retenus, le point mort notamment. J'essaierai pour une prochaine présentation de pouvoir refléter ce point-là qui est important. Concernant, j'ai retenu deux questions. Hein, si vous me dites si je me trompe, la valorisation et la sortie. Ces deux questions. Correct. Ok, merci. Donc, concernant la valorisation, je vous propose, je ne le donne pas directement, comme ça, je propose que ça soit dans les discussions en direct. Et pour donner un peu un ordre de grandeur, mais ce n'est pas un chiffre, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, comme j'ai parlé de levée de fonds au niveau des business angels comme vous, ou bien les particuliers que nous faisons de 1 million d'euros aujourd'hui, on permet, donc avant, c'est une opération qui est lancée pour se terminer avant fin février 2021. Parce que derrière nous, en même temps, on est en train de préparer également une levée de fonds de 5 millions d'euros pour le Q3 2021. Donc, on permettra à tous les BA ou les particuliers de gagner 40% par rapport à la valo, du moins VC. Donc, et en termes de ça embraye aussi sur la deuxième question. En termes de sortie, vous pouvez sortir, rentrer chez Studely, même si ce n'est pas forcément notre souhait. On aime bien garder les investisseurs. Vous pouvez rentrer en février et sortir, si vous voulez, en novembre, au moment de la sortie VC, et gagner 40% aujourd'hui par rapport à notre valorisation VC. Donc, ça vous donne une petite idée. Concernant la sortie, notre société intéresse énormément les banques. D'ailleurs, on a eu des discussions également. D'ailleurs, un exemple d'opération qui s'est passé, je ne sais pas, il y a 6 mois, si vous connaissez un peu le marché du VC en France, Société Générale a racheté Shine, qui est la banque des pros, des petits entrepreneurs, des entrepreneurs et des PME. Et ils ont racheté pour 100 millions d'euros. En fait, les banques aujourd'hui n'ont pas ils ne peuvent pas développer toute cette nouvelle technologie bien en termes de digital pour cette approche client en termes de digital. Et c'est ce que nous savons faire. Et c'est un savoir-faire qu'ils cherchent. Donc, d'ailleurs, Société Générale certainement a cherché justement cela et a racheté Shine pour ça. Les banques et Société Générale est l'un de nos concurrents en Afrique parce qu'ils sont énormément présents. Pour ne citer que le Cameroun, ils étaient à peu près leaders du marché quand nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes leaders du marché par rapport à eux sur la borne du Cameroun en termes d'attestation de virement irrévocable. Les banques sont très bien intéressées pour nous. Il y a aussi des grands acteurs comme Global Galileo Education, désolé pour ne citer leur nom, mais c'est les grands groupes qui, d'ailleurs, si vous êtes au Sénégal, qui ont racheté ISMA du Sénégal, je pense, sauf erreur de ma part, hein, il y a 1 an ou 2 ans, et qui est intéressé pour acheter tout ce qui se rattache à l'écosystème éducation. Et il y a des fonds, bien évidemment, VC,
qui sont intéressés par notre type d'initiative, sachant que notre ambition, c'est vraiment d'être le leader mondial dans ce domaine-là. Il n'existe pas encore un acteur qui fédère tout l'écosystème. Quand on parle, par exemple, de location pour aller en vacances dans un appartement, on parle des Airbnb. Lorsqu'on parle de chauffeurs privés, on parle d'Uber, mais il n'y a aucun acteur, il n'y a qu'une marque positionnée sur le créneau des étudiants en mobilité internationale. Ça a toujours été un créneau pour dire c'est une clientèle pauvre, c'est une clientèle qui ne donne pas beaucoup d'argent. Et vous avez imaginé aujourd'hui, nous, on gagne 500 € par étudiant. Notre PNB peut être de 600 €. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'une banque privée en France. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est un secteur assez intéressant et nous, on est sur notre chemin et on est en train de se positionner comme leader demain dans ce domaine-là. Merci Duplex. Je pense que c'est des réponses très utiles. Et pour les comparables, je pense que continuer à creuser, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas d'opérateurs comme vous, mais je pense que essayer de voir les coulisses des opérateurs digitaux ou néobanques, vous pourrez trouver des comparables plus adéquats. Et je pense que plus vous attellerez à l'exercice, plus vous créerez des intersections entre des anges et vous. Mais bon, bonne continuation, félicitations. Merci. J'espère vous avoir en privé pour en parler si vous continuez les discussions. Absolument. Si très bien. Merci. Je pense que Théo ou bien Jim, je pense qu'on va peut-être laisser au public de poser des questions si mes collègues n'ont plus de questions. Moi, j'ai peut-être une petite question, si je peux me permettre. Aujourd'hui, vous levez 1 million d'euros, c'est pour combien? Quelle quote-part de capital? C'était la question de Lavalo. Il a suggéré d'en parler en privé. Voilà, j'ai suggéré d'en parler en privé, si vous me permettez. Je serais volontiers discuter avec vous par rapport à cela. Et comme je disais, pour donner un idée, c'est 40% de discount Pardon. En fin d'année prochaine. Ouais. Pardon? 40% de discount. Moi, j'ai eu ça a été haché à un moment, je n'ai pas compris. 40% de discount. Oui, en fait, nous, en même parallèle, du moins pour l'année prochaine, nous prévoyons en Q3, donc c'est-à-dire au troisième ou quatrième trimestre 2021, faire une levée de fonds VC. Et nous, la levée de fonds de février qui concerne les BA et les particuliers, nous prévoyons faire 40% de discount par rapport à la valorisation de la société pour les VC. Et donc, si vous, notamment en tant que BA, vous rentrez chez nous, vous pourrez faire justement en moins de 9 mois 40% de discount par rapport à cette valorisation. D'accord. Et vous pensez que les VC vont vouloir faire du cash out? Les VC? Les VC, vous pensez qu'ils vont vouloir faire du cash out? Ils ne vont pas juste vouloir faire du cash in? Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Mais en fait, ça dépendra de leur intérêt. Quand vous dites cash out, c'est-à-dire ils vont investir pour payer les sortants, c'est ça? Oui, c'est ça le cash out. Oui, et le cash in, c'est juste pour investir pour financer vos plans de développement. Il y a des VC aujourd'hui avec qui on discute qui peuvent faire, qui ne sont pas fermés. Ça dépend de l'opportunité aussi. Encore une fois, il y a des VC qui rentrent justement dans cette thèse-là. Ouais. Ok. Merci Duplex d'avoir répondu à toutes ces questions. Désolé, j'ai dû enlever ma vidéo pour des problèmes de connexion. On pourra continuer de répondre à des questions de l'ordre financier en privé. Peut-être qu'on pourrait votre présentation a soulevé de nombreuses interrogations du public. Donc peut-être que je pourrais vous mettre en relation avec il y avait Igor et Serge qui voudraient poser des questions. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on pourrait peut-être rentrer dans le vif. Une question du public, Rabiel, ce serait intéressant. Allez, une petite question du public, si vous répondez rapidement, sur la crise du Covid et comment Studely va s'adapter à l'évolution de l'éducation vers l'online. Est-ce que vous avez des pistes stratégiques par rapport à ça, si vous pouvez répondre en 30 secondes.
Bon, il me pose une colle. Bon, mais effectivement, c'est une très bonne question et nous avons d'ailleurs réfléchi en interne avec mon équipe. Nous croyons fortement, en fait, certes online, ça se développe énormément, mais nous croyons aussi dur comme fer à la mobilité parce qu'un étudiant qui va étudier à l'étranger, ce n'est pas seulement les études proprement dites, c'est aussi une culture qu'il apprend. Donc, il y a tout un ensemble derrière. Donc, nous croyons que ça va continuer. Et d'ailleurs, les chiffres de l'UNESCO le prouvent. D'ici 2030, le chiffre de 5 millions d'étudiants en mobilité va passer à 10 millions. Donc, ça montre que les étudiants vont toujours travailler. Donc, pour nous, l'online, c'est bien, mais on croit qu'il y aura toujours les déplacements d'étudiants. Et nous resterons toujours, bien évidemment, là. Top. Merci Duplex d'avoir répondu en 30 secondes à cette question du public. Et si jamais vous êtes intéressé justement de rentrer en contact avec Duplex ou Samba, vous pouvez bien sûr nous envoyer votre adresse email et nous vous mettrons en relation avec ces deux entrepreneurs. Donc maintenant, il est temps de savoir est-ce que les anges investisseurs seraient intéressés justement de continuer les discussions ou je sais peut-être Monsieur Ibrahim, vous voulez commencer? Oui, donc je vais donner un oui sur des bases conditionnelles. Donc, et je confirme à mon collègue qui posait la question sur le cash out et le cash in que juste ce mois-ci, je viens de faire une sortie où j'ai pris, bon, c'était pas 40%, c'était plutôt du 150% sur un cash out sur 6 mois. Donc, c'est des opportunités que les VC acceptent. Donc, peut-être que Duplex, on pourra bavarder sur une option plus large que 40%. Je serais à volontiers, on pourrait discuter. Et d'ailleurs, nous avons un bureau au Sénégal. Je suppose que vous êtes basé à Dakar. Non, je suis au Caire. Je suis basé en Égypte. Ah, d'accord, ok. Mais je serai à Dakar pour les vacances. Mais non, je suis en Égypte. Et je pense qu'avec le digital, il y a des options pour tout le monde maintenant. Bien évidemment, bien évidemment. Ok, donc c'est un oui pour moi. Je laisse la parole à mes collègues. Top. Merci, merci Ibrahim. Jean-Christ, peut-être vous voudriez y intervenir aussi? Oui, bien sûr. Non, mais franchement, le modèle, il est particulièrement intéressant, hein. C'est un segment sur lequel ils arrivent à faire, Studelia arrive à donner une proposition qui est unique et où il y a, la compétition n'est pas aussi frontale que dans d'autres segments. Et moi, je suis assez favorable à continuer les discussions. Quand je parlais de cash out, juste pour répondre à Ibrahim, je voulais juste vu l'échéance. Moi, c'est surtout sur l'échéance et j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, qu'on n'est pas encore rentable. Donc, je me demandais si les VC seraient dans cette configuration-là, prêts à faire sortir les minoritaires qui seront associés au projet. Donc, oui, naturellement, je pense que, encore une fois, moi, je suis passionné par l'éducation. J'ai moi-même une association qui travaille dans le segment et les étudiants étrangers, c'est un vrai sujet et je pense que ça fait partie des gens qui sont un peu négligés. Mais il y a toute une économie à construire autour de ces personnes-là, dont je faisais partie il n'y a pas longtemps. Donc, ravi de pouvoir discuter plus longuement avec Duplex. Et merci encore pour la présentation qui était de très bonne qualité. Merci Jean-Christ. Top, ça fait donc 2 oui pour continuer les discussions. Qu'est-ce que Monsieur Eman, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez continuer les discussions ou... Je trouve le projet très intéressant. Moi, personnellement, oui, je voudrais continuer les discussions. Encore une fois, moi, je suis là, je représente un groupe de business angels africains, donc Bridging Angels. Je reviens vers le réseau et je vais présenter la chose, mais a priori, ça serait un oui, en sachant un peu plus les conditions. Et le monde de l'éducation est très important pour l'Afrique et donc, bravo en tout cas pour ce projet en fait. Merci, monsieur Emen.
Top. Bah, félicitations Duplex d'avoir convaincu les 3 anges d'aujourd'hui et j'espère que les discussions vont aboutir justement. Et donc voilà, s'il n'y a plus de questions, on a un petit problème technique pour lancer le pôle. Donc s'il n'y en a plus de questions, on peut clore. Alors, nous avons le pôle. Si tu ne vois pas, mais donc l'opinion publique est assez bien. Donc en fait, 100% des participants investiraient dans la société. Alors donc, bravo, félicitations pour un bon résultat. Merci Jim. Jim, vous êtes aux États-Unis, c'est bien ça? Je suis basé à San Francisco, mais maintenant, aujourd'hui, je suis à Cape Town. Cape Town. C'est un grand voyageur, le Covid ne l'arrête pas. Ouais. Très belle ville, Cape Town, j'aime bien. Citoyen du monde. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup aux 2 entrepreneurs, Samba et Duplex, d'avoir présenté aujourd'hui ces 2 belles entreprises. N'hésitez pas dans le public, si jamais vous êtes intéressé de rentrer en contact avec eux, de nous faire parvenir votre email. Et merci aux anges aussi pour leurs questions, leurs conseils, leurs retours. Et donc, je vous mettrai en relation avec les 2 entrepreneurs d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir pour le dernier épisode du Nest francophone cette année. Il y a un Nest anglophone la semaine prochaine. Le jeudi prochain, jeudi 17, qui va être en partenariat avec Victoria Handball. Donc, ça va être super intéressant. Voilà, top. Nous avons 2 bonnes sociétés de Kenya la semaine prochaine. Donc, tout le monde sont invités de nous joindre. Et c'est un plaisir aussi d'entendre Jim parler français. Donc, absolument. Merci à tout le monde. Merci de Nest. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et félicitations encore.